Bonjour à tous, chers élèves de seconde. Je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vos familles vont bien aussi, parce que ça reste le principal. Dans cette période pas facile, donc priorité, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Malgré tout, on va quand même essayer de s'adapter. Comme je vous l'ai dit, on a essayé les cours en live. Malheureusement, ma connexion est bien trop mauvaise. Ça bug sans arrêt, ça coupe, c'est impossible de faire quoi que ce soit de productif. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé cette solution alternative de me filmer. Bon, je me sens un peu seul, l'exercice n'est pas évident, mais je pense que c'est la moins mauvaise solution. Donc il va y avoir des avantages et des inconvénients. Donc gros inconvénient, c'est qu'il manque l'interaction avec vous. Donc ça, on va rien pouvoir faire contre ça. C'est un des gros plus des cours en direct. Donc là, ce ne sera pas le cas. Par contre, on va voir les avantages. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez regarder ça quand vous voulez, autant de fois que vous voulez, si vous êtes motivé. Je vais essayer d'être complet. Vous avez la possibilité de faire pause des fois. Des fois, je sais qu'en classe, ça va un peu vite. Certains rêveraient d'avoir un petit bouton pause sur lequel vous pouvez appuyer. Là, vous aurez cette possibilité-là, et puis j'essaierai d'être le plus clair possible, même si ça sera peut-être pas toujours évident. L'avantage que j'ai, c'est que vu que ça fait 10 ans que j'enseigne en seconde, il va me manquer vos têtes, mais je les connais un peu, donc des fois en voyant vos têtes, on voit si vous avez compris ou pas. Là, je vais essayer de les imaginer. Bon, c'est pas comme si ça faisait 30 ans que j'étais en seconde, mais mine de rien, 10 ans, ça commence à être une petite expérience non négligeable, donc je commence à connaître un peu vos difficultés, les points qui bloquent un peu. Donc dans ces cas-là, j'essaierai de fournir d'autres explications alternatives. Voilà, je vais essayer d'être vivant, de rendre ça dynamique, parce que parler pendant 20, 30, peut-être même 1 heure de maths tout seul, j'avoue que ça doit sûrement pas être la vidéo la plus passionnante que vous allez voir. Donc je vais tenter de faire mon mieux, au risque de faire des bides, mais bon, c'est comme ça, je vais faire ce que je peux. Je pense que pour vous, c'est une bonne solution. Bon, pour moi, le ridicule ne tue pas, et heureusement. Je mets ma fierté de côté, tant pis si je passe pour un guignol, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'essayer de faire quelque chose pour vous. Donc vous n'hésiterez pas à réagir, à me dire si c'est clair ou pas. Voilà, petit point donc maintenant pour se centrer un peu. Nous en maths, en seconde, on avait un gros avantage quand même, c'est qu'on avait vraiment bien avancé le programme. Voilà, il nous restait plus que 3 pardon, il nous restait 3 chapitres. Donc celui qu'on va traiter aujourd'hui, c'est peut-être le plus important qui reste, celui sur les fonctions de référence. C'est pour ça que je vous l'ai dit, j'avais prévu d'y passer bien 4 semaines, voire plus si nécessaire. Donc on n'a pas de panique, on était largement en avance. Évidemment, là, on va prendre un petit peu de retard sur notre planning, mais on a la chance de pouvoir prendre notre temps. Donc, vu qu'on a la chance de pouvoir prendre notre temps, on va le prendre. Donc, ne paniquez pas, ne vous stressez pas par rapport à l'avancée du programme ou pas. Moi, je pense faire preuve de beaucoup de bienveillance avec vous, parce qu'on est obligé de tenir compte des conditions difficiles dans lesquelles vous travaillez. Voilà, je sais que certains d'entre vous ont des familles nombreuses, il y en a certains qui ont sûrement qu'un ordinateur pour 2, 3, 4, 5 ou plus. Les conditions de travail sont pas évidentes, pas les mêmes d'un élève à l'autre, donc il est clair qu'on est obligé de s'adapter, de tenir compte de tout ça. Donc faites au mieux, voilà, on n'est pas là pour vous sanctionner, comme je vous le dis souvent. Voilà, il n'y a pas de souci à faire des erreurs, on est là pour essayer de valoriser ce que vous allez réussir, non pas sanctionner vos erreurs. Voilà, la seule erreur, ce serait de ne pas essayer, voilà, de ne pas faire quelque chose. Donc essayez, vous vous souvenez peut-être, le premier jour de l'année, je vous avais dit l'année va passer très vite. Vous avez vu, là on a quand même fait plus des 2 tiers de l'année. J'aurais jamais cru qu'elle se passe de cette façon-là, c'est sûr. Mais là encore, cette période de confinement, bon, ça peut avoir l'air long, ça va être long, mais comme tout, ça va passer très vite. Donc profitez quand même, profitez des vôtres, profitez de votre famille et n'oubliez pas de bosser. Donc là maintenant, on va essayer de s'y mettre. Donc on va aller à l'essentiel. Je vais essayer de vous donner des explications sur ce chapitre. En commençant donc par quelques petits rappels. Je vous l'ai dit, c'est un chapitre vraiment très, très important. Donc essayez de bien le comprendre. Donc pour ça, on va se remettre un petit peu dans le bain. Le chapitre, donc, c'est sur les fonctions de référence.
Les fonctions de référence, c'est des fonctions qu'on va utiliser de façon très régulière. Donc commençons par se rappeler un petit peu ce que c'est les fonctions. Vous vous souvenez qu'en début d'année, on avait commencé à introduire les fonctions. Donc une fonction, c'est un procédé. Là, je suis dans... Vous sortez votre cours, hein, prenez bien votre cours sous les yeux pour pouvoir suivre. Donc une fonction, c'est un procédé qui a un nombre x associé à un unique nombre noté f de x. X, c'est ce qu'on appelle la variable de la fonction. Et à cette variable-là, la fonction elle va faire subir une transformation et elle va sortir une image. Vous vous souvenez sûrement de ma comparaison pourrie d'une machine à popcorn. Hein. C'est comme si une fonction, c'était une machine à popcorn. Vous mettez un grain de maïs, donc c'est le x. Il rentre dans la fonction. Elle fait certaines opérations sur ce grain de maïs, sur ce x. Et elle ressort, il ressort un joli popcorn. Donc il ressort un nouveau nombre réel. Un nombre réel qui a été transformé par un certain nombre d'opérations. Donc là, par exemple, ce programme de calcul, là, qui est ici, il prend x, il ajoute 5 et il multiplie par x. Donc à la fin, il ressort un nouveau nombre. J'ai pris mon nombre de départ, je lui ai ajouté 5 et je le multiplie par lui-même. Donc après, le nombre de départ, donc le grain de maïs, c'est ce qu'on appelle l'antécédent. L'ensemble d'arrivée, c'est ce qu'on appelle l'image. Donc à chaque valeur x, on applique la fonction, elle fait ses transformations, il sort un joli popcorn, il sort l'image de x. Toutes les fonctions dans le plan unité d'un repère, elles sont représentées par une courbe représentative qui est formée d'une infinité de points de coordonnées en abscisse x, je vous rappelle que l'abscisse c'est l'axe horizontal, et en ordonnée y, f de x, l'image de x. Donc là vous avez un petit exemple d'illustration, la courbe représentative d'une fonction qu'en général on note CF, en abscisse x, en ordonnée l'image de x, f de x, et donc la courbe c'est l'ensemble des points d'abscisse petit x et d'ordonnée f de x. Il y a une infinité de points, cette infinité de points, ça forme la courbe représentative de la fonction. Dans un repère qui ici est orthonormé, je vous rappelle, ortho parce que les deux axes se coupent perpendiculairement, normé parce qu'a priori il y a la même unité en abscisse et en ordonnée. Donc voilà, un petit vocabulaire sur les fonctions à savoir maîtriser. On avait travaillé plus spécifiquement il n'y a pas trop longtemps les fonctions affines, donc ça c'est les premières fonctions de référence que vous connaissez, de type f de x égale ax plus b, donc on prend un nombre réel, on le multiplie par un coefficient réel a, et on ajoute éventuellement un coefficient réel b. Voilà, ça, ces fonctions-là, c'est des fonctions de référence représentées par des droites, donc ça vous êtes censé le maîtriser. Autre chose là qui est peut-être pas rappelé ici, donc, et le petit tableau que j'ai emprunté à mes filles, que je vais pouvoir utiliser de temps en temps pour faire des explications complémentaires. On avait appris à étudier les variations de fonctions. Exemple là, la petite courbe, hop, je vais essayer de ne pas la masquer, que j'ai sous les yeux, on aurait pu définir son tableau de variation de la façon suivante. On se souvient que dans un tableau de variation, on a deux lignes, une ligne pour les x, une ligne pour exprimer les variations de la fonction. Donc là, a priori, elle serait définie d'environ moins 2 jusqu'à, disons, à vue de nez, environ 10. Et les variations, c'est simplement mettre une flèche qui monte quand la courbe monte, c'est-à-dire quand la fonction est croissante, une flèche qui descend quand la courbe descend, c'est-à-dire quand la fonction est décroissante. Donc là, par exemple, vous voyez, ça a l'air de descendre jusqu'à environ 0. Alors le 0, oui, j'allais faire une erreur. Le 0, évidemment, vous le mettez en abscisse. C'est l'abscisse pour lequel il y a le changement de variation. Ensuite, elle remonte, on va dire, jusqu'à environ 8. Donc entre 0 et 8, ça remonte, et puis après, elle redescend. Et puis là, il faudrait compléter avec ce qu'on appelle, vous vous souvenez peut-être, les extrémums de la fonction, qui peuvent être des minimums ou des maximums. Un minimum local ou un minimum global, ça dépend des valeurs. Donc là, par exemple, sur l'intervalle en question, le minimum global, il serait ici. Et là, on aurait un maximum global ici. Voilà, une notion d'image, d'antécédent, de courbe représentative, de variation, de minimum, de maximum. C'est le vocabulaire principal à avoir en tête, à maîtriser avant de se lancer dans ce chapitre sur les fonctions de référence. Donc maintenant, on va avancer un petit peu et commençons ensemble le cours avec la fonction de référence numéro 1
peut-être la plus connue, si vous voulez, c'est la machine à popcorn de la marque Ultime, celle que vous utiliserez le plus souvent a priori, la fonction carré. Donc la fonction carré, c'est la fonction f définie sur R par f de x égale x au carré, c'est-à-dire qu'elle prend un nombre, elle le multiplie par lui-même. Voilà, c'est simplement ça, le carré. Le carré d'un nombre, c'est le multiplier par lui-même. Donc, elle est définie sur R, c'est-à-dire que tous les nombres réels, vous vous souvenez qu'on a fait les ensembles de nombres, tiens j'en profite pour faire un petit rappel, on a d'abord les entiers naturels, hein, ça fait pas de mal, tiens, faire un petit rappel tant que j'y suis. On a d'abord les entiers naturels, tous les entiers positifs, 0, 1, 2, 3, 4, qui sont eux-mêmes contenus dans les entiers relatifs, donc on ajoute à ça les négatifs, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, qui sont eux-mêmes, si je me rappelle bien, contenus dans les nombres décimaux, hein, les nombres à virgule qui se terminent, si vous voulez. Ensuite, ils sont contenus dans les nombres rationnels. Donc les rationnels, c'est des quotients d'entiers. Donc à chaque fois, c'est du contenu. C'est-à-dire qu'un naturel, on peut aussi dire que c'est un entier relatif, que c'est un décimal, et on peut aussi dire que c'est un nombre rationnel. Simplement, par exemple, un nombre rationnel qui n'est pas décimal, typiquement, c'est un tiers. Hein, ou alors 2 tiers, ou 1 neuvième, etc. Et eux-mêmes sont contenus dans les nombres réels. Donc l'ensemble des nombres réels, c'est l'ensemble de tous les nombres que vous connaissez actuellement. Il en existe d'autres, hein, mais à l'heure actuelle, à ce stade de la seconde, tous les nombres que vous connaissez sont des nombres réels. Hein, et puis on avait vu des exemples de nombres réels qui ne sont pas rationnels. Typiquement les racines de carrés imparfaits, comme racine de 2, racine de 3, les multiples de pi, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors après on aurait des cosinus, des sinus, mais là c'est déjà pas mal. Donc voilà, cette petite aparté pour vous dire que tous ces nombres réels que vous connaissez, on peut tout le temps les mettre au carré. On prend un nombre, on le multiplie par lui-même, on l'a mis au carré. Donc voilà pourquoi la fonction carré est définie sur R par x carré. Et donc exemple, l'image de moins 1, c'est moins 1 au carré, moins 1 fois moins 1 est égal à 1. L'image de 3, c'est 3 au carré, 3 fois 3 égale 9. Vous voyez, c'est pas extrêmement compliqué. Dans le plan ligne d'un repère orthogonal d'origine O, la courbe d'équation y égale x carré, qui est l'ensemble des points de coordonnées, donc en abscisse x, en ordonnée f de x, c'est-à-dire ici x carré, pour x dans R, ça s'appelle une parabole. Donc vocabulaire à connaître, c'est représenté par une parabole. Regardez, je vous l'ai refait ici, voilà, vous avez la belle parabole qui représente la fonction carré. Donc elle a cette allure-là, vous reconnaîtrez en général facilement des paraboles. Donc ça c'est la parabole de la fonction carré. Évidemment il existe d'autres paraboles, des fonctions polynomiales du second degré qu'on étudiera un petit peu plus tard. Cette courbe elle a une particularité, c'est qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc l'axe des ordonnées, l'axe vertical qui est ici, vous voyez qu'on a une symétrie. Et puis autre particularité, pour les nombres positifs, si a est plus petit que b, alors a carré est plus petit que b carré. C'est-à-dire que, dit autrement, la fonction carré, elle conserve l'ordre pour des nombres positifs. Hein. Exemple, 2 est plus petit que 3, si je les mets au carré, 2 au carré ça fait 4, ça reste plus petit que 3 au carré qui vaut 9. Attention, il y a un petit piège, même un gros piège j'ai envie de dire. Pour les nombres négatifs, c'est le contraire, elle inverse l'ordre. C'est-à-dire que si vous prenez deux nombres négatifs, si vous les mettez au carré, l'ordre initial sera changé quand vous les aurez passés au carré. Je m'explique. Moins 2 est plus petit que moins 1. Vous mettez ça au carré. Moins 2 au carré, ça fera plus 4. Moins 1 au carré, ça fera 1. Donc l'ordre a été changé. Moins 2 plus petit que moins 1. Mais moins 2 au carré, 4 plus grand que moins 1 au carré, 1. Donc la fonction carré, elle change l'ordre pour des nombres négatifs. Donc ça, il faut y faire attention. On verra un petit peu plus tard que c'est ce qui définit le fait qu'elle soit décroissante. Regardez sa jolie courbe, sa jolie parabole. Elle est décroissante pour les nombres négatifs. Elle est croissante pour les nombres positifs. Donc voilà, un exemple. Moins 2 au carré, c'est égal à 4. Donc les points A de coordonnées, enfin 2 au carré et moins 2 au carré sont égaux à 4. Donc les points de coordonnées 2, 4 pour A et moins 2, 4 pour B appartiennent tous les deux à la parabole qui représente la fonction carré. Ensuite, propriété à connaître sur la fonction carré.
Propriété pas évidente. Là, certains d'entre vous m'ont déjà posé des questions sur ces propriétés-là, donc je vais essayer d'illustrer. Si C est un nombre réel, alors on a plusieurs possibilités pour résoudre l'équation x au carré égale c. Commençons par le cas le plus simple. La fonction carré, elle a une particularité, c'est qu'elle sera toujours positive. Un carré est toujours positif. Si un jour vous trouvez un carré positif, vous êtes sûr que vous vous êtes planté. Donc si un jour vous avez à résoudre x carré égale c avec c négatif, il n'y a pas de solution. C'est pour ça que j'ai mis ici ensemble vide. Si c est négatif, x au carré égale c, il n'y a pas de solution. Je vous donne tout de suite un exemple. Vous avez des exemples juste au-dessous. Donc autant que je vous fasse des exemples supplémentaires. Si vous avez à résoudre x au carré égale, alors vous c'est la promo 68, hein, si je ne me trompe pas, donc moins 68, impossible. N'allez pas m'introduire des racines carrées là-dedans. Vous mettez x égale ensemble vide, ou alors il n'y a pas de solution. Si vous cherchez à résoudre x au carré égale 0, là il n'y a qu'une seule solution, il n'y a qu'un seul carré qui vaut 0, c'est le carré de 0. Donc si vous avez à résoudre x au carré égale 0, la seule solution c'est x égale 0. Et puis c'est le cas le plus délicat justement. Si jamais vous avez à résoudre x au carré égale un réel positif, alors il faudra bien penser. Hein, là, je n'ai pas besoin de voir vos têtes pour le savoir. Par expérience, je sais que vous faites très souvent, voire quasi systématiquement, cette erreur, surtout cet oubli-là. Alors voilà ce que vous allez faire. En général, il faudra bien penser, je n'ai pas terminé ma phrase, qu'il y a deux solutions. En général, vous allez arriver à faire ça, c'est-à-dire x au carré égale 9, ça me donne x égale racine de 9. Et ceux qui sont bons en calcul mental sauront que ça fait 3. On verra un petit peu après la racine carrée, la fonction racine carrée justement. Attention, ça c'est à moitié juste, parce que vous avez la moitié des solutions. Il y a un deuxième carré qui vaut 9, c'est le carré de moins 3. Donc il faudra bien penser à écrire où x égale moins racine de 9, c'est-à-dire moins 3. C'est pour ça qu'ici on vous a expliqué, si c est positif, il y a toujours deux solutions. Moins racine de c et racine de c. Donc soyez bien vigilants là-dessus, c'est un oubli très très fréquent. J'aurais bien aimé trouver une solution miracle pour vous oublier de faire cet oubli, justement. Malheureusement, depuis 10 ans, je ne l'ai pas trouvé. À part essayer d'être le plus original possible pour vous alerter sur cette erreur-là. Je peux vous la faire en chantant, en criant, en faisant ce que vous voulez, mais j'ai toujours pas trouvé de solution. Donc essayez d'être bien vigilant et de vous rappeler x au carré égale un nombre positif. C'est une équation qui admet deux solutions, une positive, une négative. Je ne peux pas vous en dire plus, si ce n'est pensez-y. Et puis, le cas le plus compliqué, c'est pour résoudre une inéquation. Alors, pour résoudre une inéquation, encore une fois, on va traiter un cas. On va s'aider du graphique. Voilà, si je veux résoudre, par exemple, l'inéquation x au carré plus petit que 2, inférieur à 2. Si je veux résoudre, donc x au carré inférieur ou égal à 2. Voilà l'erreur fréquente que vous allez faire encore, vous allez dire, non à 4, pardon, à 4. L'erreur fréquente que vous allez faire, c'est que vous allez dire, bon bah à ce moment-là, x est inférieur ou égal à racine de 4, 2. Malheureusement, ça c'est une erreur, pourquoi? Contre-exemple, ça voudrait dire que par exemple, moins 10 ça marche. Mais si je mets moins 10 au carré ça fait 100. C'est pas plus petit que 4. Donc il faut faire attention parce que du côté des négatifs, regardez, vous avez sa parabole ici, elle repart à la hausse. Elle est décroissante pour les négatifs, donc si je vais à l'envers, pour des nombres de plus en plus petits, les carrés sont de plus en plus grands. Donc en fait, regardez sur le graphique comment ça se passe. On va par exemple lui demander de nous tracer y égale 4. Hop, voilà, il y a la droite de l'équation y égale 4 qui est apparue. Et donc si vous avez à chercher à quel moment x au carré est plus petit que 2, vous voyez que c'est cette partie-là de la parabole. Donc cette partie-là de la parabole, elle commence en abscisse à moins 2 et elle se termine à 2. Donc c'est pour ça que les solutions, ça on oublie, les bonnes solutions, c'est moins 2, inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 2. Dit autrement, avec des intervalles, x appartient à l'intervalle qui va de moins 2 à 2. C'est-à-dire de moins racine de 4 à racine de 4. D'où la propriété qui est là. Les solutions
vont de moins racine de c à racine de c. Alors exclu si c'est une inégalité stricte, inclus si, comme c'est le cas, c'est une inégalité simple. D'accord? C'est peut-être pas encore suffisamment clair, donc je ressens le besoin de faire un autre exemple. Tiens, pour briser la monotonie, je vais changer de couleur. Voilà. Là, j'ai recapté votre attention à fond, je pense, avec une telle astuce. Donc je vais écrire en vert et puis je vais faire un autre exemple. X au carré inférieur strictement, tiens, pour changer, à 49. Donc erreur à ne pas faire, si vous avez suivi, dire les solutions c'est x plus petit que la racine de 49. Racine de 49, ça fait 7. Non, attention, le problème est le même. Donc regardez, encore une fois, je vous conseille de vous aider du graphique. Je vais changer un peu mon échelle pour que vous puissiez bien voir. Hop, le 49, on va tracer donc y égale 49. Et donc vous voyez encore que en fait c'est qu'une partie de la parabole qui est en dessous de 49. La partie qui commence au nombre négatif dont le carré est 49. Le nombre négatif dont le carré est 49, moins racine de 49, c'est moins 7. Donc ça commence ici à moins 7, ça va, ça continue, là je suis en dessous de 49, je suis en dessous de 49, jusque là. Donc jusqu'à racine de 49, 7. Donc les solutions, c'est moins 7, moins racine de 49, inférieur à x, inférieur à 7. Ou sous forme d'intervalle, x appartient à l'intervalle qui va de moins 7 exclu, parce que cette fois-ci j'ai choisi une égalité stricte, à 7 exclu aussi. Donc faites attention à ce piège-là. Tant que j'y suis, exemple de niveau compliqué, si vous voulez par exemple résoudre cette fois-ci l'inéquation suivante, x au carré supérieur, qu'est-ce que je peux prendre à 9. Là ça va se compliquer parce que, alors, regardez, on va oublier ces deux droites et donc on va lui demander de me tracer y égale 9. Donc attention, cette fois-ci on cherche tout ce qui est supérieur à 9. Donc c'est-à-dire les parties de la parabole qui sont situées au-dessus de la droite que je viens de tracer, la droite y égale 9. Donc là je peux rezoomer un peu pour que vous puissiez bien voir, peut-être rechanger mon échelle. Hop, voilà, là c'est un peu plus lisible. Donc je répète, on cherche les parties de la parabole qui sont situées au-dessus de ma droite y égale 9. Donc c'est-à-dire qu'en fait là c'est en deux morceaux. Il y a un premier morceau là, jusque là je suis au-dessus. Puis là, bon, je passe en dessous, et là je repasse au-dessus. Donc il va falloir indiquer deux intervalles, ou deux ensembles de solutions. Le premier ensemble de solutions, c'est tout ce qui était avant le nombre négatif dont le carré vaut 9. Le nombre négatif dont le carré vaut 9, moins racine de 9, c'est moins 3. Donc ça va donner donc, tout ce qui était avant moins 3. Donc tout ce qui était avant moins 3, c'est x inférieur à moins 3. Ou alors, donc il y a un deuxième ensemble de solutions, tout ce qui est au-dessus, supérieur à 3. Hein, le nombre positif dont le carré c'est 9, c'est 3. Donc tout ce qui est après 3, donc, ou x supérieur à 3. Ça, si je le donne sous forme d'intervalle, vous vous souvenez qu'on avait vu les intervalles, ça donne x qui appartient à les nombres plus petits que moins 3, c'est l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à moins 3, exclu. Union, quand je dois intégrer un deuxième intervalle, les nombres qui sont plus grands que 3 sous forme d'intervalle, ça se note 3 exclu jusqu'à plus l'infini. Hein, donc voilà comment ça marche. Pour être sûr que vous avez bien compris, vu que c'est un petit peu délicat, je vous propose un deuxième exemple. Donc deuxième exemple, hop, imaginons qu'on ait cette fois-ci à résoudre l'inéquation x au carré supérieur ou égal à 25. Là pareil, erreur à ne pas faire, c'est de me dire les solutions c'est x supérieur ou égal à racine de 25, 5. Non, parce que vous auriez vous auriez la moitié des solutions, les nombres plus grands que 5, les x plus grands que 5, effectivement leur carré sera plus grand que 25, mais il y en a d'autres, il ne faut pas oublier les négatifs. Donc vous voyez, c'est pareil, ce qui est au-dessus de 25, il y a deux parties de ma parabole. Une première partie qui va de moins l'infini jusqu'à le nombre négatif dont le carré c'est 25, c'est
moins 5. Hein, donc jusqu'à moins 5. Donc c'est tous les nombres qui sont plus petits que moins 5. Inférieur, alors cette fois-ci j'ai fait supérieur ou égal, donc inférieur ou égal à moins 5. Et puis de l'autre côté, tous les nombres qui sont plus grands que le nombre positif dont le carré est 25, c'est 5. Donc tous les nombres, tous les x qui sont plus grands que 5. Ça, sous forme d'intervalle, ça se noterait, donc x égale, les nombres plus petits que moins 5, c'est l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à moins 5, cette fois-ci inclus, parce que c'est inférieur ou égal à moins 5. Union, le ou se remplace par une union. Deuxième intervalle, tous les nombres qui sont plus grands que 5, donc c'est tous ceux qui vont de 5 jusqu'à plus l'infini. Voilà comment vous résolvez ce type d'équation. Si vous avez compris ça, c'est le plus dur en ce qui concerne la fonction carré. Hein, les équations et les inéquations qui englobent la fonction carré, c'est la compétence à maîtriser 2 secondes, à mon avis la plus difficile sur ce chapitre sur les fonctions de référence, parce qu'il y a ce piège sur lequel j'ai essayé de vous alerter, d'avoir des résultats ou d'avoir des oublis possibles pour les nombres négatifs. Donc soyez très vigilants là-dessus, n'hésitez pas à vous entraîner. Voilà pour ce qui concerne la fonction carré. Donc maintenant, on va passer à la fonction suivante, la fonction cube. La fonction cube, c'est une fonction h définie sur R par h de x. À x, elle associe x au cube. Donc un nombre multiplié 3 fois par lui-même, x fois x fois x. Exemple, l'image de 2, c'est 2 au cube, 2 au cube, 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Là encore, c'est une fonction qui est définie sur R, c'est-à-dire que n'importe quel nombre réel, vous pouvez le mettre au cube. Hein, comme toujours avec mon exemple pourri, vous pouvez mettre n'importe quel grain de maïs dans votre machine à popcorn, elle n'explosera jamais, ça marchera toujours. Hein, elle vous ressortira toujours un joli popcorn, donc un popcorn constitué par votre grain de maïs au cube, votre x au cube, pas de problème de domaine de définition. Dans le plan uni d'un repère, la courbe d'équation qui est y égale x au cube, d'équation y égale x au cube, c'est l'ensemble des points, donc de coordonnées x, f de x toujours, pour une courbe, donc ici x, x au cube, pour x dans R, et elle admet 0 pour centre de symétrie. Alors, pareil, j'essaie de vous la refaire, elle est ici, la fonction cube. Hop, on enlève la parabole. Voilà, la courbe représentative de la fonction cube, elle n'a pas de nom particulier. Donc elle a cette allure-là et elle est symétrique par rapport à l'origine de mon repère. Le point de coordonnée 0, 0 est un point de symétrie de la courbe qui représente la fonction x au cube. Et autre propriété, pour tout nombre réel, si a au cube est inférieur à b au cube, c'est seulement si a inférieur à b. La fonction cube, là encore, elle conserve l'ordre. Hein, on verra un peu plus tard qu'elle est strictement croissante. Donc si un nombre est plus petit qu'un autre, si vous les mettez au cube, l'ordre sera le même. Hein, un exemple, des exemples, l'image de 2, on a dit 2 au cube, ça fait 8. L'image de moins 2 au cube, ça fait moins 8. Donc moins 2 est plus petit que 2. Moins 2 au cube, moins 8 est plus petit que 2 au cube, 8. L'ordre a été conservé. Et donc les points de coordonnées 2, 8 et moins 2, moins 8, ils appartiendraient à la courbe qui représente la fonction cube. Exemple, l'ensemble des solutions d'un R de l'inéquation x au cube inférieur à 4,1 au cube, c'est l'intervalle qui va de moins l'infini à 4,1. Car je sais que si x au cube est plus petit que 4,1 au cube, ça veut dire que x est plus petit que 4,1. Hein, on verra un peu plus tard que pour enlever la fonction cube, on pourra utiliser la fonction racine cubique, mais là on sort un petit peu du programme. Propriété à connaître en ce qui concerne l'ordre des premières fonctions de référence que vous connaissez. Si vous avez des nombres entre 0 et 1, si votre a est entre 0 et 1, alors ça va rester positif. A au cube est inférieur à A au carré, qui est inférieur à A, qui est inférieur à 1. Si je prends un nombre entre 0 et 1, son cube est plus petit que son carré, qui est lui-même plus petit que le nombre de départ. Hein, exemple, 0,5. 0,5 au cube, ça sera plus petit que 0,5 au carré, ça sera plus petit que 0,5. Donc mettre un nombre compris entre 0 et 1 au carré, ça va le diminuer, au cube, ça va encore plus le diminuer. Par contre, si a est plus grand que 1, alors a au cube sera supérieur à a au carré, qui sera supérieur à a, qui sera supérieur à 1. Exemple, 8.
8 au cube, ça sera forcément plus grand que 8 au carré, qui sera lui-même plus grand que 8, et ça sera plus grand que 1. Donc dans l'exemple du cours, ici, on a 0,9 inférieur à 1, donc 0,9 au cube, inférieur à 0,9 au carré, inférieur à 0,9, inférieur à 1, parce que 0,9 est compris entre 0 et 1. Donc voilà une propriété, si vous voulez, sur l'ordre des fonctions de référence à connaître. Je crois que vous avez la petite illustration graphique qui est là, entre 0 et 1. Alors elle n'est pas très claire, je vais peut-être aller sur GeoGebra. Ça sera un peu plus clair. Donc là vous avez la fonction cube, là vous avez la fonction carré. On va aussi représenter y égale x, et on va zoomer entre 0 et 1 pour que ce soit un peu plus visible. Voilà, donc vous voyez que si je zoome entre 0 et 1, voilà, entre 0 et 1, la plus petite c'est la fonction cube. En vert, vous avez ensuite la fonction carré, et ensuite vous avez y égale x, notre nombre de départ. Par contre, vous voyez qu'en 1, c'est un point particulier, parce que c'est le point 1 est égal à 1, est égal à 1 au carré, est égal à 1 au cube. On pourrait continuer comme ça longtemps, mais là surtout pour les trois fonctions qui nous intéressent. 1, c'est 1 au carré, c'est 1 au cube, donc ils sont tous égaux, toutes ces courbes là se croisent. Et après 1, ça s'inverse. La plus grande, c'est la fonction cube, vient ensuite la fonction carré, vient ensuite y égale x. Donc voilà, en ce qui concerne la fonction cube. Maintenant, fonction de référence suivante au programme, à connaître et à maîtriser, la fonction inverse. Donc la fonction inverse, elle est un peu moins sympa. Elle définit, elle, sur moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'ensemble des réels sauf le 0. Alors ça, on l'avait peut-être déjà vu ensemble, je pense que j'avais expliqué. Ça se note aussi de façon alternative et préférentielle, parce que c'est un peu plus court, et vu qu'en maths on est feignant, on préfère quand c'est court. R étoile, donc R étoile, c'est-à-dire tous les réels sauf le 0. Pourquoi sauf le 0? Parce que 0, c'est ce qu'on appelle la valeur interdite, c'est-à-dire que 0 n'admet pas d'inverse. L'inverse de 0, ça serait 1 sur 0, vous avez peut-être vu, c'est impossible, c'est interdit de diviser par 0. Donc 0 n'admet pas d'image par la fonction inverse, on appelle sa valeur interdite. Donc là, si vous balancez le grain de maïs 0 dans votre machine à popcorn, boum, gros bug, ça explose. Par contre, pour tous les autres réels, ça marche. Exemple, l'image de 2, c'est 1 sur 2, et donc la fonction inverse, elle est égale à 1 sur x. Donc elle prend un nombre, elle vous l'inverse. Image inverse de 2, 1 sur 2. Inverse de 3, 1 sur 3. Inverse de 4, 1 sur 4. Inverse de 68, 1 sur 68. Donc c'est pas une fonction extrêmement compliquée, mais elle a cette particularité de bugger, de ne pas être définie en 0. Dans le plan muni d'un repère, la courbe d'équation y égale 1 sur x, c'est l'ensemble des points donc, de coordonnées toujours x, f de x, donc ici x, 1 sur x. Pour x différent de 0, et c'est une hyperbole. Donc là, cette fois-ci, elle a un nom particulier à connaître. L'hyperbole, qui admet aussi 0 pour centre de symétrie. Donc on va la regarder ensemble. Je vous l'ai tracé. La fonction inverse, donc là on voit qu'un bout. Donc on va dézoomer un petit peu pour mieux voir. Et vous allez voir, vous allez sûrement la reconnaître. Hop, je virerai ça. Voilà, elle a la particularité d'être en deux parties distinctes. Pourquoi elle est en deux parties distinctes? On a expliqué qu'elle n'existe pas en 0. Donc en 0, elle n'est pas définie. Donc on a une première partie, ce qu'on appelle une branche de l'hyperbole pour les négatifs, une deuxième partie, une deuxième branche de l'hyperbole pour les positifs, et en 0, elle n'est pas définie. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut connaître d'autre sur la fonction inverse? La fonction inverse, elle inverse l'ordre de nombres qui sont de même signe. Donc pour tout nombre réel a et b non nul et de même signe, si a est plus petit que b, 1 sur a devient plus grand que 1 sur b, parce qu'elle est décroissante, on verra tout à l'heure, en deux morceaux. Un premier morceau décroissant pour les négatifs, donc j'inverse l'ordre. L'inverse de moins 3, c'est moins 1 tiers, devient plus grand que l'inverse de moins 2, qui est moins 1 demi. Mais même chose si on prend deux nombres positifs. L'inverse de 2, c'est 1 demi, ça devient plus grand que l'inverse de 3, qui est 1 tiers. Par contre, si je prends un négatif, un positif, là il y a un piège, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que je crois que c'est indiqué un petit peu plus loin. Elle garde le signe.
Hein, c'est indiqué un petit peu plus loin, il me semblait l'avoir vu. La fonction inverse, alors bon, j'ai peut-être rêvé, bon, au pire je vous le dis. Elle garde le signe, c'est-à-dire que l'inverse d'un négatif sera négatif, l'inverse d'un positif sera positif. Donc si je veux comparer, un négatif sera plus petit qu'un positif, ça paraît logique. L'inverse d'un négatif, vu qu'il va être négatif, il sera lui aussi plus petit que l'inverse d'un positif. Donc elle change l'ordre pour deux nombres de même signe, soit de négatif, soit de positif. Exemple, vu que 3 est entre 0 et pi, donc 3 est plus petit que pi, alors les deux sont positifs. Donc l'inverse de 3, 1 tiers, va devenir plus grand que l'inverse de pi, 1 sur pi. Donc l'ordre a été inversé. Autre chose à connaître, pour résoudre une équation de type 1 sur x égale c, il suffit de faire 1 sur c. Là encore, je pense que le plus simple, c'est de prendre un exemple. Si je veux résoudre l'équation 1 sur x égale 68, il me suffit d'inverser le 68, c'est-à-dire que x sera égal à 1 sur 68. Et là, il n'y a pas de piège. Il suffit de faire ça en pensant simplement qu'un jour, si vous avez à résoudre 1 sur x égale 0, il n'y aura pas de solution, c'est impossible. Et donc là où c'est un petit peu plus dur, encore une fois, ça va être pour résoudre des inéquations. Si par exemple, vous voulez résoudre l'inéquation 1 sur x plus petit, alors premier cas qu'on va prendre, plus petit que 2. Là encore, on va s'aider de la courbe, donc de l'hyperbole qui représente la fonction inverse. Donc elle est là, et je vais demander de tracer y égale 2. Et donc vous le voyez, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on cherche donc les parties de l'hyperbole qui sont en dessous. Un plus petit que 2, c'est en dessous de la droite d'équation y égale 2. Il y a déjà toute la partie négative. Donc toute cette partie-là, la branche négative de mon hyperbole, elle est en dessous, vu qu'elle est négative, elle est en dessous de 2. Donc il faut déjà dire, j'ai tous les x strictement inférieurs à 0. Alors je ne prends pas le 0 puisque c'est la valeur interdite. Et puis il y a une deuxième partie qui commence ici. Alors comment je fais pour trouver ce nombre? Ce nombre, c'est l'inverse de 2. L'inverse de 2, c'est 1,5. Et après, il y a tous ceux qui sont après. Donc c'est tous les nombres qui sont plus grands que 1,5. Donc ça, sous forme d'intervalle, ça donnerait x qui appartient à l'intervalle tous les nombres négatifs. Donc les nombres négatifs, ça va de moins l'infini à 0 exclu. Union, tous les nombres plus grands que 1,5. Donc ça va de 1,5 exclu jusqu'à plus l'infini. Donc première difficulté. Ensuite, donc c'est ce qui dans votre cours est expliqué ici. L'inéquation 1 sur x inférieur à c admet pour solution déjà toute la partie négative, donc tout ce qui va de moins l'infini à 0, union 1 sur c, donc ici 1 sur 2 dans l'exemple que j'ai pris, jusqu'à plus l'infini. Donc ça c'est le cas où c est positif, 1 sur x inférieur à un nombre positif. Si jamais j'ai c égale 0, c'est un peu plus simple à comprendre. Je cherche les nombres dont l'inverse est négatif, c'est tous les négatifs. Regardez sur la parabole, l'hyperbole, pardon. Je cherche donc cette fois-ci non plus à résoudre y égale 2, y égale 0, je ne vais pas le faire tracer, c'est déjà tracé, c'est l'axe des abscisses. Donc on cherche toutes les parties de l'hyperbole qui sont au-dessus de l'axe des abscisses. C'est toute la partie négative. Donc c'est simplement x inférieur à 0, c'est-à-dire x qui appartient à l'intervalle qui va de moins l'infini à 0 exclu. Je vous rappelle que ça se note aussi R étoile pour dire que j'exclus le 0, moins pour dire que je prends que les négatifs. Donc c'est cette deuxième propriété-là. Ça, c'est uniquement quand c égale 0. Et si par contre j'ai un nombre, c'est un réel négatif. Donc là, encore une fois, prenons l'exemple plus petit que moins 4. Donc voyons ce que ça donne graphiquement pour essayer de s'aider. Donc je vais lui demander de me tracer y égale moins 4.
Voilà, donc je cherche les parties de mon hyperbole qui sont en dessous de cette droite y égale moins 4. Là, je suis au-dessus, ça ne marche pas. Toute la partie positive, évidemment, je suis au-dessus de moins 4. Donc, ça commence à ce nombre-là. Ce nombre-là, c'est le réel dont l'inverse est moins 4. Le réel dont l'inverse est moins 4, c'est moins 1 sur 4. Donc ça commence à partir de moins 1 sur 4 et ça va jusqu'à 0 exclu. Ça va descendre jusqu'à 0 exclu. Donc on dirait moins 1 quart inférieur à x inférieur à 0. X est compris entre moins 1 quart et 0. Sous forme d'intervalle, c'est x qui appartient à l'intervalle qui va de moins 1 quart exclu jusqu'à 0 exclu. Donc ça, c'est cette troisième partie. Si je cherche à résoudre 1 sur x inférieur à c avec c négatif, alors à ce moment-là, l'intervalle, il n'y a qu'un seul intervalle, va de 1 sur c, donc ici de moins 1 sur 4, ou de 1 sur moins 4, jusqu'à 0, exclu. Donc là, vous voyez, encore une fois, c'est pas simple. Donc ce que je vous conseille de faire, aidez-vous bien du graphique. Vous voyez, même si vous faites une vilaine hyperbole, ça va vous aider à comprendre. Regardez, je vais vous redérouler l'exemple qui est dans le cours ici. Si vous voulez résoudre 1 sur x inférieur à 7, regardez, même si vous n'avez pas votre calculatrice, vous avez toujours un cahier de brouillon à portée de main. Même si vous êtes très mauvais dessinateur comme moi, vous savez faire des gribouillis. Donc faites un gribouillou qui représente l'hyperbole. Voilà, ça ressemble à ça. Ça va vous aider notamment pour ceux qui ont une mémoire visuelle. Vous allez mieux visualiser la situation. Donc on cherche à résoudre 1 sur x inférieur à 7. Hop, on va dire que ça c'est 7. Et donc regardez quelles sont les parties. Bon, là j'ai vraiment fait quelque chose de vilain. Si c'est pour prouver que je suis mauvais dessinateur, là je pense que c'est gagné. Mais on cherche les parties de l'hyperbole qui sont en dessous de 7. Vous allez voir qu'il y a deux parties. Il y a déjà toute la partie négative de mon hyperbole, elle est en dessous de 7. Et puis il y a une deuxième partie qui commence là. Ce nombre-là, c'est le nombre dont l'inverse vaut 7. Le nombre dont l'inverse vaut 7, c'est 1 sur 7. Et donc, il y a tous les nombres négatifs et tous les nombres plus grands, tous les x plus grands que 1 septième. Donc tous les nombres négatifs, c'est moins l'infini 0. Et tous les nombres, tous les x plus grands que 1 septième, c'est 1 septième plus l'infini. Donc voilà l'explication avec une hyperbole un peu mieux tracée. Mais voilà l'explication et surtout voilà la méthode que je vous conseille de suivre et d'utiliser pour résoudre des inéquations nécessitant l'emploi de la fonction inverse. Donc là, comme pour la fonction carré, les inéquations avec la fonction inverse, c'est un point compliqué. Donc c'est un point qui nécessite de l'entraînement. Entraînez-vous bien à faire les exercices là-dessus pour essayer petit à petit de mettre en place des automatismes qui vont vous permettre de comprendre et de mieux fonctionner et de limiter les erreurs. Donc voilà en ce qui concerne la fonction inverse. Donc dernière fonction au programme de ce chapitre sur les fonctions de référence, la fonction racine carrée. Donc la fonction racine carrée, elle est définie sur 0 plus l'infini par k de x égale racine de x. Donc attention, sur 0 plus l'infini. Donc là encore, difficulté, la racine carrée n'existe que pour des réels positifs ou nuls. Le 0 marche. La racine de 0, c'est 0. Par contre, pour les réels négatifs, il n'existe pas de racine carrée. Donc vous balancez un grain de maïs négatif, boum, explosion de votre machine. Donc là, attention de ne donner que des réels négatifs, positifs si vous utilisez la fonction racine carrée. Puisque c'est la réciproque du carré, puisqu'un carré est toujours positif, renvoie toujours un nombre positif, la fonction racine, réciproquement, n'emploie que des x positifs. Donc exemple, l'image de 100, c'est un réel possible. L'image de 100, c'est racine de 100 égale 10. Donc racine de 100 est égale à 10. Propriété à connaître sur la racine carrée, si on prend deux nombres a et b positifs, a est plus petit que b si et seulement si racine de a inférieure à racine de b. Alors, vous avez vu, j'ai mis en vert ce que j'avais oublié de compléter dans le cours. Là, je vous avais photocopié, scanné et envoyé le cours. Il y avait des petits points manquants. Donc là en vert, par exemple, dans votre cours, ça y était pas. Donc si et seulement si racine de a
inférieur à racine de b. Donc c'est-à-dire que la fonction racine, donc voici la courbe représentative, je ne l'ai pas précisé, elle n'a pas de nom. Particularité, ça commence à 0, hein, vu qu'on avait vu la racine carrée définie que pour des x positifs, donc ça commence à 0. Après, donc elle a cette allure-là, et vous voyez qu'elle est croissante, donc elle conserve l'ordre. Donc si a plus petit que b, racine de a est aussi plus petit que racine de b. Par ailleurs, l'ensemble des solutions dans 0 plus l'infini de l'équation racine de x égale c, c'est c au carré. Et l'ensemble des solutions de l'inéquation racine de x égale c, c'est l'intervalle qui va de 0 à c au carré. Donc là encore, je vous donne un exemple. Si vous avez à résoudre racine de x égale n'importe quoi, 5, alors les solutions, c'est x égale 5 au carré, c'est-à-dire 25. Donc à chaque fois, vous mettez votre nombre réel au carré. Si vous m'avez suivi, si vous aviez par exemple à résoudre racine de x égale moins 68, il n'y aurait pas de solution. Hein, parce que, alors une racine carrée, pareil, elle ne prend que des réels positifs et elle ne renvoie aussi que des réels positifs. Une racine négative n'existe pas. La racine carrée ne renvoie que des réels positifs. Et donc si vous avez à résoudre par exemple racine de x inférieure à 10, alors ça veut dire que votre x sera inférieur à 100, mais plus grand que 0. Parce que s'il est plus petit que 0, la racine de x n'existe pas. Donc il faut faire attention à ce piège-là. Donc c'est pour ça qu'on dit, si vous avez à résoudre racine de x inférieur à c, alors c'est l'intervalle qui va, ici ça donnerait de 0 à 100, donc x appartient à l'intervalle qui va, alors il est vraiment vilain mon crochet, j'essaie de le faire un peu mieux, x appartient à l'intervalle qui va de 0 à 100, 0 inclus et 100 exclu, donc 100 ici dans mon exemple c'est le carré de 10. Ok. Donc exemple, si 3 est inférieur à 4, alors racine de 3 sera aussi inférieure à racine de 4, c'est-à-dire que la racine de 3 est plus petite que 2, parce que racine de 4, on sait que ça fait 2. Donc voilà en ce qui concerne la racine carrée. Maintenant, vous devez aussi être capable de connaître les variations des fonctions de référence. Alors j'en ai déjà un petit peu parlé au fur et à mesure, mais par exemple pour la fonction carrée, ça nous permet de faire des petits rappels. Donc la fonction carrée, on a dit qu'elle était strictement croissante sur 0 plus l'infini, décroissante sur moins l'infini 0. Le plus simple c'est de vous la remontrer, puisque je les ai. Donc la fonction carrée c'est ça, donc vous voyez décroissante de moins l'infini à 0, puis croissante de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc ça se traduit par exemple le tableau de variation suivant. Je vous rappelle qu'un tableau de variation a priori c'est le plus simple pour donner les variations d'une fonction. De moins l'infini à 0 elle est décroissante, puis de 0 à plus l'infini elle est croissante, et son minimum c'est 0, atteint 0. Donc le sommet de la parabole c'est un minimum qui vaut 0 en 0 de la parabole représentant la fonction carrée. Exemple, pour comparer deux images, c'est assez intéressant et assez utile. Donc c'est ce que j'avais essayé de vous expliquer tout à l'heure. Si j'ai deux réels positifs, alors vu que la fonction carrée est croissante pour des réels positifs, elle va conserver l'ordre. Donc si 3, je sais que c'est plus petit que pi, je sais que 3 et pi sont des nombres positifs, donc si je les mets au carré, l'ordre sera le même. Donc ça veut dire que f de 3 sera inférieur à f de pi, c'est-à-dire que 3 au carré sera plus petit que pi au carré. Si par contre je compare des réels négatifs, du côté des négatifs, la fonction carrée est décroissante. Donc ça signifie que si moins 0,326 est inférieur à moins 0,3, c'est deux réels négatifs. Donc quand je vais appliquer ma fonction carrée, vu qu'elle est décroissante, elle va me changer le sens de mon inégalité. Elle va me changer l'ordre initial entre mes deux nombres. Donc moins 0,326 au carré sera plus grand que moins 0,3 au carré. Donc voilà ce qu'il faut savoir pour le sens de variation et les comparaisons d'images avec la fonction carrée. En ce qui concerne la fonction cube, elle est beaucoup plus simple, elle est croissante sur R. Donc la fonction cube, on l'a ici. C'est une fonction qui est strictement croissante sur R.
Donc ça signifie qu'elle garde toujours l'ordre, de moins l'infini à plus l'infini, elle est croissante, et que si je dois comparer deux images, à partir du moment où je connais l'ordre entre mes deux réels initiales, quand je les mets au cube, l'ordre sera le même. Donc si 3 est plus petit que pi, alors 3 au cube, qui fait 27, sera plus petit que pi au cube. La fonction cube est strictement croissante sur tous les intervalles inclus dans R, puisqu'elle est strictement croissante sur R. En ce qui concerne la fonction inverse, on avait expliqué qu'il y avait un petit piège. Elle est décroissante, mais en deux parties distinctes. Elle est décroissante sur moins l'infini 0. 0 est la valeur interdite, et puis il y a la deuxième branche de l'hyperbole, sur laquelle elle est décroissante aussi. Donc elle est décroissante sur deux intervalles, à bien distinguer. Donc ce qui veut dire que je peux comparer des images, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je peux comparer des images de réels de même signe. Si par exemple les deux réels sont positifs, 1 et 1 plus racine de 2, ils sont tous les deux positifs, 1 plus racine de 2 c'est plus grand que 1. Si j'applique la fonction inverse, elle va changer cet ordre-là, parce que c'est des réels de même signe. Or pour les réels positifs, elle est décroissante, fonction décroissante égale fonction qui change l'ordre. Donc ça veut dire que 1 sur 1, l'inverse de 1 c'est 1 sur 1, c'est-à-dire 1, ça deviendra plus grand que 1 sur 1 plus racine de 2. Si je compare des réels négatifs, exemple moins pi et moins pi plus 1, moins pi plus 1 est plus grand que moins pi, ou moins pi est plus petit que moins pi plus 1, ils sont tous les deux négatifs, donc là encore la fonction inverse change l'ordre. Et donc ça veut dire que l'inverse de moins pi, donc 1 sur moins pi, va devenir plus grand que l'inverse de moins pi plus 1. Puis c'est là que j'avais vu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est vrai pour tout a et b non nuls et de même signe. Par contre, la fonction inverse, elle conserve les signes. Donc voilà le petit tableau qui explique tout ça. On enchaîne et on termine donc avec la fonction racine carrée. La fonction racine carrée est une fonction croissante de 0 à plus l'infini. Donc là encore, je vais pouvoir comparer que des réels positifs, puisque de toute façon pour les réels négatifs, elles n'existent pas. 6,25 c'est plus petit que 7 qui est plus petit que 9. La fonction racine carrée est strictement croissante, donc quand je l'applique, l'ordre est le même. Un racine de 6,25 c'est 2,5, ça sera plus petit que racine de 7, qui sera plus petit que 9, que racine de 9, qui vaut 3. Donc voilà, là on a vu l'ensemble de ce cours important sur les fonctions de référence. Petit résumé ici, donc ça redit un petit peu tout ce qu'il y a à savoir, donc je ne vais peut-être pas tout vous relire, mais il y a l'essentiel à savoir sur donc, la fonction carré, première fonction de référence à connaître, la fonction cube, deuxième fonction de référence à connaître, la fonction inverse, la fonction racine carrée, comparer, donc ce qu'on a dit tout à l'heure, entre 0 et 1, le cube est plus petit que le carré qui est plus petit que mon nombre de départ. À partir de 1, c'est le contraire. À partir de 1, x au cube est plus grand que x au carré qui est plus grand que x. Donc voilà, et connaître leur sens de variation, donc c'est ce qu'on vient de voir. Donc voilà, ça c'est un cours, il faut vraiment l'apprendre, il n'y a pas de mystère. Hein. Apprenez ses propriétés, et puis il faut s'entraîner. Donc c'est pour ça que je vous ai mis une belle liste d'exercices, je vous ai donné du temps pour les faire. Alors c'est pas parce qu'on a du temps qu'il faut ne pas les faire, donc essayez petit à petit de faire ces exercices. Je vous ferai passer évidemment toutes les corrections, et puis si nécessaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je pourrais, si jamais cette vidéo vous a intéressé, vous a été utile, je pourrais essayer d'en refaire une ou plusieurs même, sur lesquelles je pourrais répondre à vos questions ou pourquoi pas faire la correction d'un exercice si nécessaire. Donc voilà, j'espère avoir été le plus clair possible, avoir su rendre ça à peu près intéressant ou au minimum compréhensible. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, si vous êtes motivé, à regarder les passages qui ne seraient pas clairs. N'hésitez pas à me poser des questions. Comme je vous l'ai dit, surtout ne stressez, ne paniquez pas. Mais par contre, dès que vous pouvez, n'hésitez pas à bosser, comme je vous le dis souvent en cours. Quand on veut que ça passe vite, il faut s'occuper. Autant s'occuper intelligemment, donc là autant s'occuper en faisant des maths. Alors j'imagine que vous avez plein d'autres occupations à faire. Mais faire des maths, ça fera pas de mal parce qu'on n'est pas en vacances, donc dans les conditions difficiles que vous pourrez rencontrer, essayez quand même de faire ces exercices, de me poser les questions, impliquez-vous, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'erreur, donc si vous faites des erreurs sur ces exercices, c'est pas grave, la seule erreur c'est de ne pas les essayer.
Donc essayez de les faire, faites au mieux et puis on se retrouve pour essayer de faire un petit bilan de tout ça au plus vite. Bon courage à tous et à bientôt.